Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie du cours Les réseaux WLAN. Donc dans cette partie, qui est la partie 4, on va parler plus précisément, plus spécialement sur la couche physique de la norme 802.11. Avant de faire, donc je vais suivre le plan suivant. Je vais commencer par une petite présentation du standard Wi-Fi des couches 802.11. Le travail effectué par chaque couche. Je vais aussi présenter quels sont les groupes de travail sur le standard 802.11, la spécialité de chaque groupe, pour aider par la suite, bien sûr, pour les chercheurs et les étudiants qui veulent faire une recherche spécifique, à savoir par exemple une recherche sur le roaming, sur les réseaux mesh, ainsi de suite. Par la suite, donc, je vais me concentrer sur mon sujet cible de cette partie-là. C'est la couche physique 802.11. On va voir c'est quoi les composantes de cette couche physique, quelles sont les technologies déployées, à savoir technique de modulation, technique d'accès utilisée. Et bien sûr, on va la traiter de façon détaillée. Donc les objectifs, c'est de comprendre l'architecture protocolaire du modèle Wi-Fi, la comparer au modèle OSI, faire une présentation des groupes de travail, Italwaz 802.11, pour se situer côté recherche ou pour plus approfondir notre travail d'étude sur la technologie sans fil, et finalement étudier de façon spécifique détaillée la couche physique 802.11 pour avoir vraiment une perception détaillée du fonctionnement de la couche physique. Donc, commençons premièrement par le fonctionnement de la couche 802.11. Plus spécialement, le principe de fonctionnement du module Wi-Fi 802.11. Voilà, ici ce schéma-là présente avec plus ou moins de détails le module Wi-Fi. Il est constitué d'une antenne. L'antenne va prendre les ondes radio propagées, d'accord. Donc il va capter le signal analogique. À la réception, il y a la couche physique. C'est la couche 1, modèle OSI. Cette couche physique va faire quoi? Va convertir le signal en fonction de la fréquence utilisée. Va faire la démodulation, démodulation. Va faire le décodage de l'information. Pour enfin avoir de décodage, ça veut dire un décodage canal. Puis, on récupère l'information numérique. L'information numérique sera dirigée vers ce qu'on appelle la couche liaison de données. La couche liaison de données, elle est séparée en deux sous-couches. La première sous-couche, c'est la sous-couche MAC. La sous-couche MAC va prendre le signal numérique et son travail, c'est de gérer l'accès et la transmission multiple des trames. Son rôle, c'est la CSMA-CA qu'on a déjà expliqué. Puis, les trames récupérées vont être dirigées vers la sous-couche standardisée 802.2, Logical Link Control. La couche Logical Link Control gère les modes d'association, gère la procédure d'authentification, il gère la fragmentation, le roaming, l'économie d'énergie, le décryptage de l'information, côté authentification et sécurité, ça rejoint ça. Pour finalement, la trame, on peut extraire le paquet. Donc le paquet va être redirigé vers la couche 3. Donc, la norme Wi-Fi, le modèle Wi-Fi 802.11 prend en charge la couche 1, qui est la couche physique, et la couche 2, qui est la couche liaison de données. Maintenant, le groupe de travail 802.11 c'est divisé en plusieurs groupes pour travailler. Chaque groupe va travailler dans une spécification, sur une spécification bien détaillée, sur le standard. D'accord? Donc par la suite, on va voir ces groupes de travail.
Donc, concernant les groupes de travail sur le réseau WLAN, les groupes se composent en deux grandes sections. Des groupes qui travaillent sur les spécifications de la couche physique, ça veut dire fréquence, technique de modulation, amélioration des débits, en fonction de techniques de gestion des modulations, d'accès multiples et de taux de codage, aussi les technologies multi-antennes et le beamforming, et un autre groupe de travail qui travaille sur les spécificités de la couche 2, par abus de langage qu'on appelle MAC, Medium Access Control. Mais normalement, c'est équivalent à la couche liaison de données. D'accord? Donc, ces groupes de travail, on peut les spécifier comme, par exemple, on va donner des exemples de groupes de travail, comme le 802.11e, qui travaille sur la gestion de la qualité de service. Donc la norme, normalement 802.11e, vise à garantir une qualité de service au niveau de la couche liaison de données. Donc cette norme a pour but de prendre en compte les besoins des différents flux en termes de bande passante, le délai de la transmission, de manière à permettre une meilleure transmission de la voix et de la vidéo. Ça veut dire qu'on va gérer la qualité de service pour mieux privilégier le voice over IP et le streaming vidéo. Donc, il y a gestion de la qualité de service. La norme 802.11h, la norme 802.11h traite plus spécialement les méthodes utilisées pour économiser l'énergie. Ça veut dire la notion de power control, la notion de mise en veille des points d'accès Wi-Fi et la gestion plus optimale de la puissance dans la technologie sans fil. Le standard 802.11i, c'est un protocole qui sert à améliorer, qui travaille sur l'amélioration de la sécurité. Par exemple, non, 802.11i a pour objectif d'améliorer la sécurité des transmissions, gestion des distributions des clés, le chiffrement, l'authentification. Donc cette norme s'appuie sur le AES, qu'on appelle Advanced Encryption Standard, et propose l'authentification WPA2 et un chiffrement de communication pour la transmission utilisant les standards habituels pour le chiffrement des standards 802.11a, B jusqu'à N, au plus. D'accord? La norme 802.11r travaille sur la notion de roaming, sur la notion du handover, ou comment rendre le roaming plus rapide. Ça veut dire la transition des points d'accès, la coupure de communication lorsqu'on transite d'un point d'accès vers un autre point d'accès doit être la plus rapide, la plus fluide possible. Donc cette standard-là travaille sur cette norme-là. Le 800.11s travaille spécialement sur les réseaux mesh. Donc vise à implémenter la mobilité sur le réseau de type ad hoc. Donc le débit théorique généralement spécifié est entre 10 à 20 mégabits. Tout point, le principe c'est que tout point qui reçoit le signal est capable de le retransmettre et ça va permettre ce qu'on appelle, en permettant la notion de routage à travers plusieurs points Wi-Fi. Chose qu'on n'avait pas avant dans un réseau ad hoc, comme on a dit, déjà point à point, c'est le point à point. Mais dans un réseau mesh, on a la possibilité de routage des ondes Wi-Fi entre plusieurs points jusqu'à atteindre la destination. C'est ça le concept. Donc je vous ai laissé ici plusieurs spécifications et normes supplémentaires que vous pouvez lire et suivre. Donc, en continuité, on va essayer maintenant d'expliquer le fonctionnement détaillé de la couche physique. Alors, la couche physique, elle est divisée en deux sous-couches, la PLCP et la sous-couche PMD. Donc, la couche
PLCP, il est appelé Physical Layer Convergence Procedure. Et cette couche dépend du support physique qui sera utilisé et de la couche PMD. La couche PMD, c'est la technique de modulation, c'est le moyen de transmission. Le moyen de technique de modulation pour transporter l'information. Donc, la couche PMD peut être divisée selon la norme, selon le standard, en plusieurs technologies qu'on va voir par la suite, directement dans les suites de présentation. Et la couche PLCP va adapter les trames qui vont venir de la couche MAC, parce que de la couche MAC, on va préparer la trame. On va l'envoyer à la couche PLCP. La couche PLCP, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, on va utiliser quelle technique de transmission radio? Est-ce que c'est le 800, on va utiliser le 802.11 ou le 802.11b, G? Donc, quelle technique de modulation on va utiliser pour transporter l'information sur l'interface radio? Donc, en fonction de ce choix-là, la couche PLCP va ajouter un header ou un en-tête pour adapter la trame au support de transmission qui sera utilisé ou la technologie de transport radio qui sera utilisée. Alors, cette en-tête-là va servir premièrement pour la synchronisation avant d'envoyer les données utiles. Maintenant, on va se concentrer plus précisément sur la couche PMD, ce qu'on appelle le Physical Medium Dependent. Donc, la couche PMD va présenter plusieurs techniques de modulation et techniques d'accès radio, différentes techniques en fonction de la norme utilisée. Par exemple, la 802.11b va utiliser les techniques d'étalement de spectre à la fréquence 2,4 GHz. La 802.11 va utiliser la fréquence 5 GHz avec la modulation OFDM. La 802.11 tout court utilise la fréquence 2,4 GHz et peut utiliser un des deux techniques, ou bien le saut de fréquence, ou bien l'étalement de spectre. Donc, par la suite, on va voir donc les techniques utilisées spécialement dans la norme 802.11. Donc, on a trois, si on voit ici, on a trois techniques de modulation utilisées. La première, c'est le frequency hopping, ou ce qu'on appelle le saut de fréquence. Voilà. La deuxième technique, c'est la technique de d'étalement de spectre. Et la troisième méthode, c'est ce qu'on appelle le OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Donc, je vais essayer de présenter, donc normalement, j'ai déjà donné un PDF là-dessus, donc afin d'expliquer chaque technique, mais je vais faire une petite explication rapide de chaque technique utilisée, donc afin de présenter les avantages. Voilà. Donc, commençons par la technique du Frequency Open Spectrum. Donc, cette technique-là est utilisée dans la première version du standard, 802.11, elle est rarement déployée actuellement. Voilà, donc cette technique-là utilise la fréquence, comme j'ai dit, la fréquence 2,4 GHz. Donc c'est la bande entre 2,4 et 2,483 GHz. Donc la bande, on va prendre toute la bande de 83 MHz qu'on va diviser en des petits bandes de 1 MHz. Donc on ne va pas utiliser les canaux de 22 MHz, on va utiliser des petits canaux de 1 MHz. Donc si on fait la séparation, on aura dans la standard 802.11, on aura 79 canaux utilisés. 1, 2, 3 jusqu'à 79. Aussi, le temps de transmission, on va le diviser en intervalles de temps. Ce qu'on appelle time slot. La durée de time slot sera approximativement de 400 millisecondes. Et donc, avant de transmettre, qu'est-ce qu'on va faire? L'émetteur et le récepteur radio vont se mettre d'accord sur les sauts de fréquence qu'on va utiliser et les intervalles de temps. Par exemple, ici, intervalle de temps 1 ne sera pas utilisé, le 2 sera utilisé, le 3, le 4, le 5. Dans chaque intervalle de temps,
l'émetteur aussi et le récepteur vont se mettre d'accord quelle petite bande ils vont utiliser de 1 MHz. Par exemple, ici, on va utiliser la bande 3 dans l'intervalle de temps 2. Dans l'intervalle de temps 4, on va utiliser la fréquence 5, la bande de fréquence 5. Dans l'intervalle de temps, pardon, j'ai oublié l'intervalle de temps 3, on va utiliser la fréquence 8. Dans l'intervalle de temps 1, 2, 3, 4, 5, 5, on va utiliser la fréquence, on va utiliser la petite bande de 1 MHz, canal 7. Donc ainsi, cette séquence-là sera connue de l'émetteur et de le récepteur pour que le récepteur puisse bien se synchroniser et recevoir l'ensemble de l'information utile. Alors, on va dire quelle est l'utilité de cette technique. Premièrement, c'est une technique qui est très intéressante côté gestion des interférences. On va éviter beaucoup les interférences. Voilà. Par exemple, si par exemple cette bande elle est utilisée ici, une bande à interférence, donc la seule partie de l'information qui sera interférée, c'est cette partie-là. Les autres ne seront pas interférés, pas un décodage canal, on peut récupérer l'information sans problème, ou bien on peut redemander la transmission en cas de petite erreur. Donc c'est une technique qui est très intéressante pour gérer les interférences. On peut utiliser plusieurs émetteurs qui peuvent utiliser plusieurs séquences, plusieurs sauts. Donc je peux utiliser plusieurs points d'accès en même temps qui peuvent opérer dans une même région sans avoir beaucoup d'interférences. Mais malheureusement, le débit utilisé de cette technique, qu'on peut atteindre avec cette technique, il est entre 1 méga à 2 mégabits maximum. D'accord? Donc ça dépend de la technique de modulation utilisée. Alors, la deuxième technique utilisée, c'est on peut l'appeler Physical Layer Spread Spectrum, ce qu'on appelle l'étalement de spectre. Alors, c'est quoi l'étalement de spectre? On va le voir côté fréquentiel. Supposons maintenant que le signal utilisateur occupe le spectrum bleu. D'accord? Avec la technique de l'étalement de spectre, on va voir tout de suite, le signal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'étaler sur une plus grande bande de fréquence, sa puissance sera diminuée. Et si maintenant on compare ces deux cas de figure, si on ajoute l'effet d'interférence, si on laisse la bande utilisateur colocalisée avec la fréquence, comme ce cas de figure, le signal sera entièrement, à la réception, sera entièrement interféré. Mais regardez dans ce cas-là, où on fait l'étalement de spectre, eh ben, les interférences ne vont altérer qu'une partie du signal. Et à la fin, après une technique de décodage canal, on peut restituer l'information ici. Donc, l'étalement de spectre va permettre aux ondes radio, à l'information, d'être plus combatifs face aux interférences. Donc, si on a des problèmes d'évanouissement, des interférences localisées, on peut restituer encore le signal. Alors, dans le standard 802.11, quelles sont les techniques utilisées? D'accord? Ici, les bandes qui seront utilisées, on va utiliser l'étalement de spectre, se fera sur une bande de 22 MHz. Donc, on ne peut pas utiliser canal par exemple 1 et 2, on peut utiliser canal 1, canal 6, canal 11 en parallèle. D'accord? Mais généralement, notre module radio va se caler sur une seule fréquence. Ça veut dire canal 1 ou canal 6 ou canal 11. On peut être en présence de certains points d'accès qui peuvent utiliser plusieurs canaux en parallèle. Mais généralement dans le standard, on va utiliser un seul canal. D'accord? Donc, alors c'est quoi l'étalement de spectre? C'est équivalent à la technique CDMA que j'ai déjà partagé avec vous, une vidéo de la technique CDMA, Code Division Multiple Access. C'est accès multiple avec la répartition de code. Là,
le DSSS, c'est ce qu'on appelle Direct Sequence Spread Spectrum. C'est la technique d'étalement de spectre. Donc, comment on va étaler spectre? On a ici les données binaires, ça veut dire les bits 1 et 0 qui vont avoir leur temps. Alors ici, si je vois le spectre du signal sans prendre en considération les techniques de réduction de spectre, les filtrages, Nyquist, filtre cosinus surélevé ou les choses comme ça. Donc on va expliquer facilement les choses sont entrées dans le cas de filtrage. Donc si j'ai un signal binaire de base de temps TD, ça veut dire le temps d'un bit TD. Donc ici, la fréquence qui sera occupée, c'est 2 sur TD. Donc la bande qui sera occupée, c'est une bande 1 sur TD plus 1 sur TD moins 1 sur TD, donc une bande de 2 sur TD. C'est ça la bande de fréquence qui sera occupée par le signal. Alors ce signal-là, qui est à large temps, on va le multiplier par un code de faible temps, ce qu'on appelle le T-chirp, ou le T-code. Ce qu'on appelle le code de scrambling, le code de brouillage, ou le code d'étalement. Donc lorsqu'on va faire la multiplication TD fois TC, donc on aura un code qui est de largeur 2 sur TC, ça veut dire plus 1 sur TC moins 1 sur TC. Donc ce signal large bande, on va l'envoyer, étaler, on va l'envoyer sur le canal radio. Et par la suite, on va faire du despreading, ça veut dire des étalements. On va remultiplier la même séquence TC. Avec un intégrateur, on peut récupérer notre signal de base. Basse fréquence. Et là, on pourra, avec une largeur de bande basse, on peut maintenant récupérer l'information utile. Voilà, le spreading, elle est utilisée dans la norme 802.11 avec deux types de spreading. On a le DSSS tout court et on a le High Bitrate DSSS. Donc le DSSS tout court, il est utilisé dans la norme 802.11 et la norme 802.11b. Donc, le test tout court va multiplier un signal basse fréquence avec une séquence de ce qu'on appelle la séquence de Barker. La séquence de Barker, c'est une séquence de 11 bits de brouillage. Voilà, je vais donner ici l'exemple. Supposons que je veux transmettre les données 1, 0, 1, 0. Ce sont les données utiles. Voilà, j'ai ici 1, les données utiles 1, 0, 1, 0. Et bien, ces données-là, chaque bit de données, je vais l'étaler avec la séquence de Barker. Le bit 1 va être multiplié avec cette séquence-là, et le bit 0 va être multiplié va être utilisé, au lieu d'envoyer 0, je vais envoyer cette séquence-là. Donc, on a une séquence équivalente au bit 1 et une autre séquence équivalente au bit 0. Ça, c'est les données à vitesse basse, et ça, c'est les données à vitesse rapide pour étaler le spectre. Donc, ça devient évident lorsque je vais ici, si je reçois seulement 2 bits en bon état, je peux déduire que c'est le bit 1 ou c'est le bit 0. Même si les autres bits sont erronés, seulement en réception de 2 bons bits collés, 2 bits de réception de bons bits, je peux décoder le signal et dire ça c'est un 1 ou ça c'est un 0. Et ça c'est très combatif côté interférence. La deuxième méthode, donc ici dans cette méthode-là, je ne vais pas dépasser le débit 1 mégabit par seconde jusqu'à 2 mégabits par seconde en fonction de la technique de modulation utilisée. Bas débit. Voilà. Maintenant, si on veut augmenter le débit de la transmission, on va utiliser une seconde méthode aussi compatible avec la norme, attention, 802.11b maintenant, uniquement la B, la 802.11b. Cette technique-là, c'est un code aussi, ce qu'on appelle Complementary Code Keying.
la technique CCK. La CCK, on a deux types de séquences CCK. Donc, ils vont nous permettre ou bien un débit de 5 mégabits par seconde, ou bien un débit de 11 mégabits par seconde. Maintenant, les techniques de modulation utilisées, ou bien on va utiliser, après étalement, on va utiliser une modulation pour envoyer le signal. Ou bien on va utiliser la technique BPSK, ce qu'on appelle Binary Fast Shift Keying, ou bien la QPSK, Quadrature Fast Shift Keying. Dans la BPSK, je peux envoyer ou bien le premier symbole, ou bien le symbole 1, équivalent au bit 1, ou bien le symbole équivalent au bit 0. Ici, donc, le déphasage entre le premier symbole et le deuxième symbole, il est de 180 degrés. Dans la technique QPSK, donc ici, je ne peux envoyer qu'un seul bit à la fois, bit 0 ou bien bit 1. Symbole donc un symbole va porter le bit 1 et un symbole va porter le bit 0. Ici, c'est encore plus rapide. Encore plus rapide, ça veut dire un symbole pourra porter 2 bits. Par exemple, ici, le premier symbole, amplitude, phase 0, va porter les bits 0, 0. Le symbole avec déphasage de bits sur 2 va contenir le 2 bits 0, 1, ainsi de suite. Donc maintenant, on est face à un résumé. Donc, la méthode d'étalement de spectre, dans le standard 802.11, couche physique, va prendre en charge 4 bits. 1 mégabit par seconde, 2 mégabits par seconde, 5,5 et 11 mégabits par seconde. Ça dépend du code utilisé et de la modulation. Dans le cas des deux premiers, 1 mégabit et 2 mégabits, on va déployer la séquence de Parker. On peut utiliser la BPSK et la QPSK. Bien sûr, QPSK porte 2 bits par symbole, donc le débit sera multiplié par rapport à la BPSK. Donc, ces deux techniques-là, ils sont supportés par la norme 802.11b et par la norme 802.11 tout court, avec la méthode DSSS. Ce qui fait, pour vous expliquer, ce que ça veut dire. Ça veut dire, si vous avez un équipement compatible 802.11b, il sera automatiquement autocompatible avec la norme 802.11 utilisant la méthode DSSS, mais il ne va utiliser que les deux débits, 1 mégabit par seconde ou bien au maximum 2 mégabits par seconde utilisant la modulation QPSK. Voilà. Si maintenant on va utiliser que des équipements 802.11b, je peux aller vers le High Bitrate DSSS. Alors là, si je vais utiliser un code complémentaire Shift Keying 4 bits avec la méthode QPSK, je peux avoir donc 5,5 mégabits par seconde. C'est plus combatif côté interférence, mais moins de débit. Si je vais utiliser 8 bits CCK, avec la méthode QPSK, je vais obtenir le double du débit, parce que ici, j'ai réduit le codage, le spreading. Alors là, c'est moins combatif côté interférence, mais je vais obtenir plus de débit. Donc voilà, nous avons terminé maintenant avec le DSS. Passons maintenant à la troisième technique de modulation. Bien sûr, il y a le plus de succès, la plus utilisée jusqu'à maintenant. On ne trouve pas d'égal à cette technique-là, ce qu'on appelle l'OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Eh bien, c'est quoi le concept de l'OFDM? Pour vous l'expliquer, j'ai envoyé des PDF, je ne sais pas si vous avez saisi le concept. Voilà. Pour comprendre ça, regardez, si je veux, j'ai un signal qui est large bande, ça veut dire qu'il occupe une grande bande passante.
On va prendre l'exemple d'un canal Wi-Fi 20 MHz. Si je l'envoie dans un canal à multitrajet, on est face à contrainte du temps de cohérence de la bande de cohérence, ça veut dire les interférences intersymboles, l'effet de décalage Doppler. Ce qui va faire, c'est qu'on est en train de voir des évanouissements, des fast fade-in et des fade-in sélectifs. Ça veut dire des atténuations de fréquences sélectives. Et alors, donc, je peux peut-être récupérer le signal qui est reçu, c'est ça. Donc, lorsque je veux le décoder, donc le signal sera en partie déformé, et donc je ne peux pas obtenir l'information utile. Le génie de l'OFDM, c'est pourquoi ne pas séparer cette bande en plusieurs sous-bandes de taille plus petite. Le symbole aura donc une longue durée et donc sera moins sujet aux interférences intersymboles. Encore, pourquoi ne pas avoir ces bandes-là, que chaque bande elle est orthogonale par rapport à la bande adjacente. Regardez ici, lorsque j'ai ici un pic, j'ai aussi que des minimums. On peut prendre cette fréquence centrale, lorsque ici j'ai un pic, automatiquement les autres fréquences sont au minimum. Et donc là, sur chaque fréquence, je peux envoyer un symbole QPSK de modulation qui va porter des données utiles. Donc tel est le concept. Et donc si j'ai des atténuations, peut-être des portes sont atténuées, mais d'autres seront sans problème. Et là je peux décoder les autres symboles sans problème. Bien sûr, si je veux réaliser une telle technique, le problème majeur qu'on avait, parce que c'est une technique qui date 20 ans d'avant en plus, le problème c'est qu'il faut concevoir plusieurs, si on a par exemple ici on a divisé à 50 porteuses par exemple, on a donc besoin de 50 générateurs de signal et que ces signaux seront séparés entre eux de façon bien étudiée. Chose qui est extrêmement impossible à concevoir. Très très cher. Donc l'idée ici, c'est au lieu de faire ça, on va s'appuyer sur le traitement de signal. Donc on va avoir nos symboles de données, modulation M-Quam, et on va considérer ces symboles-là sont des composantes de la transformée de Fourier. On va faire la transformée de Fourier inverse pour générer le signal de l'autre. Et comme ça, donc avec un seul émetteur, on va concevoir un signal qu'on va envoyer. Voilà. Donc, ici dans la norme 802.11, le standard A ou N ou G. Donc, on va prendre ici le standard A, parce qu'il va travailler avec la norme, avec la bande sous la bande 5 GHz, A ou le N aussi. Donc, on va prendre une seule bande de 20 MHz. Sur cette bande-là, on va envoyer un symbole OFDM. C'est quoi un symbole OFDM? On va travailler comme fréquence. On va le séparer en 52 sous-canaux orthogonaux. Chaque canal, au lieu d'utiliser envoyer sur toute la bande 20 MHz, chaque petit canal occupera une fréquence de 312,5 kHz. Comme ça, j'aurai mes 52 sous-canaux. Et un symbole va occuper tout ça. On va garder bien sûr des symboles de référence pour repérer le signal et calculer les atténuations. Ce qui va nous laisser 48 sous-canaux qu'on peut utiliser pour transmettre des données. Alors, ces petits canaux, sur chaque petit canal, je vais faire un symbole OFDM. Un symbole M-Quam. Ou bien je vais envoyer du BPSK, ou bien du QPSK, ou bien du 4 Quam, ou bien de M-Quam, 16 Quam, 64 Quam. Donc le fait de lever l'ordre de modulation
va nous permettre d'obtenir des débits encore plus élevés. Voilà ici un exemple de la constellation par exemple 16 Quam ou la constellation 64 Quam. Ici par exemple, chaque symbole, je vais envoyer ce symbole-là. Ce symbole c'est une amplitude et un déphasage. Et un déphasage, tout simplement. Et un symbole, par exemple ce symbole-là, peut porter 4 bits. 1, 2, 3 et 4. Et ces 4 bits, ça veut dire ce symbole-là, je vais le mapper sur une seule porteuse sous-canal des 48 canaux disponibles d'un symbole OFDM. Donc, vous pouvez imaginer le débit qu'on peut atteindre. Voilà. Pas la peine de vous laisser imaginer. Donc, on va se retrouver sur ce tableau suivant. Donc, on a ici les techniques de modulation. Le taux de codage canal, ça veut dire un bit de données utile, 2 bits de données codées, codage canal, va nous permettre d'avoir quel est le débit qu'on peut atteindre. Et là, en fonction du modulation, codage canal, symbole OFDM, on aura le débit à atteindre. On peut voir que le débit maximal qu'on peut atteindre avec cette technique, avec 64 QAM de modulation, un taux de codage réduit, 3 bits de données utiles, 4 bits de données codées, on peut obtenir 54 mégabits par seconde de débit. Voilà. Donc ici, je vais revenir pour faire un petit résumé. Donc la norme ISO 2.11b utilise la technique TSS, l'étalement de spectre. Le débit maximal qu'elle peut atteindre, c'est 11 mégabits par seconde. Il utilise des canaux de 22 MHz. La technique ISO 2.11g opère dans la fréquence de 2,4 GHz. Peut utiliser DSS ou l'OFDM. Bien sûr, va atteindre 54 mégabits par seconde en utilisant le FDM. Par DSS, ne peut pas dépasser 11 mégabits par seconde. Ce qui laisse que le G est compatible avec le P s'il utilise le DSS. La norme 802.11a peut travailler uniquement sur la bande 5 GHz, utilise des canaux 20 MHz, utilise la technique OFDM, bien sûr, et ne peut dépasser 54 mégabits par seconde. On va revenir finalement à la norme la plus utilisée. Si vous consultez votre ordinateur, vous allez trouver que les paramètres réseau, vous allez trouver que vous utilisez la norme 802.11. Peut utiliser la fréquence de 2,4 GHz ou 5 GHz, pas les deux à la fois, une des deux. Si on utilise que l'OFDM, on ne va pas dépasser 54 mégabits par seconde. Mais si on combine des techniques multiple input, technique MIMO, multi-antenne, on va l'expliquer par la suite, on peut atteindre un débit maximum de, très optimiste d'ailleurs, de 600 mégabits par seconde. Voilà. Donc ici, je reviens pour faire un petit résumé. Donc, la norme ISO 2.11a n'opère que pour la fréquence 5 GHz, peut supporter plusieurs débits, donc en fonction des conditions canal, et utilise la technique OFDM. La P utilise l'étalement de spectre, qui est vraiment très intéressant pour combattre les interférences. Donc ici on va voir que les canaux qu'on peut utiliser sont des canaux de 22 MHz, ce pas des canaux de 20 MHz. Et on ne peut pas dépasser sur la fréquence 2,4 GHz la bande 83 MHz, ne peut pas dépasser 3 canaux simultanés, ça veut dire des non-overlapping channels. La 2G à 13 canaux utilise l'OFDM. Elle est compatible avec des débits allant de 6 jusqu'à 54 mégabits, avec un débit il supporte bien sûr, il est compatible avec la 802.11p. Pourquoi? Parce qu'il peut utiliser la technique DSSS. Là, je l'ai déjà expliqué. Et bien, revenons à la norme la plus utilisée. On va détailler pourquoi elle est plus utilisée, la 802.11n, avec un maximum de débit, mais généralement c'est 54 mégabits par seconde, la possibilité de supporter les deux bandes, l'interopérabilité avec les autres technologies, le autres standard, ça veut dire le A, le G, le B. D'accord?
Et la possibilité d'atteindre un débit 600 mégabits par seconde. Bien sûr, on va combiner technique multi-antenne avec l'OFDM. Voilà. Donc voilà, ça, on va revenir pourquoi on est intéressé par la norme 802.11n. Si on conseille à quelqu'un d'utiliser, d'acheter un module Wi-Fi, on va lui conseiller d'acheter minimum le 802.11n. Premièrement, il est compatible avec les autres, ça veut dire les autres équipements, on peut les faire fonctionner. Il peut atteindre des débits jusqu'à 600 mégabits par seconde. Donc, peut offrir une connexion fiable au Wi-Fi. Alors, ici on va montrer comment la norme 802.11n améliore les débits. Eh bien, il se base sur plusieurs technologies. Si on utilise la norme tout court 802.11g, ça veut dire on est face à 48 porteuses. C'est équivalent à la norme A. Alors, la norme 802.11n va faire quoi? Au lieu d'utiliser que 48, va utiliser 52, ce qui va améliorer le débit de 8,3%. Donc on peut atteindre 58,5 mégabits par seconde. Il va encore réduire le taux de codage. Avant, on était dans un taux de codage ASG 3/4. Maintenant, on peut aller 5 bits de données utiles, 6 bits de données codées. Donc ça va améliorer encore le débit de 11%. On peut atteindre donc 65 mégabits par seconde. Le garde intervalle. Le temps de garde, c'est le temps entre deux transmissions de données. Entre deux transmissions. Eh bien, on a le droit de choisir entre deux gardes intervalles, le short et le garde intervalle standard. Eh bien, si on utilise le short garde intervalle, qui est de 400 nanosecondes, entre deux transmissions simultanées, on va encore améliorer le débit de 11%. Donc on va atteindre un débit de 72,2 mégabits par seconde. Maintenant, on peut encore doubler le débit de façon vraiment très efficace si on utilise la technique du channel banding. Ça veut dire, au lieu d'utiliser une seule bande de 20 MHz, pourquoi ne pas associer deux bandes de 40 MHz simultanément et utiliser tous les deux en parallèle? Alors là, on va améliorer le débit de 108%. Ça veut dire qu'on va atteindre un débit de 150 mégabits par seconde. Par la suite, si on utilise les techniques de MIMO, diversité d'antennes, on peut atteindre un débit de 600 mégabits par seconde. Donc voilà pourquoi la norme 802.11n avec ses avantages. Bien sûr, faites attention, parce que vous êtes, c'est compatible 802.11n, il faut voir quelles technologies sont incluses. Et des fois, vous êtes compatible 802.11n, mais vous n'utilisez pas le short CGI, vous n'améliorez pas votre débit. Sinon, vous allez le configurer dans votre point d'accès Wi-Fi pour qu'il utilise le short CGI. Le channel banding aussi, il faut le configurer. Par défaut, il n'est pas appliqué. Voilà, mais le taux de codage et les sous-porteuses sont par défaut inclus. Voilà, le taux de codage, donc ça réduit en fonction de la qualité canal. Voilà, donc ici, juste j'explique, voilà les étapes que j'ai déjà expliquées. Le fait d'aller de 54 mégabits à 58,5, ça veut dire, au lieu d'utiliser 26 sub carré sur la bande 20 MHz, on va utiliser 28 là, pour la norme N. L'augmentation du taux de codage. Voilà. Ici, le temps de garde entre deux transmissions simultanées de symboles. Là, si je réduis j'ai un short intervalle de temps, attention aux interférences, mais normalement si je suis dans un canal, dans un milieu où je n'ai pas beaucoup de multitrajets, donc je peux utiliser le short
shortcut interval. D'accord? Le shortcut interval donc, va nous permettre un shortcut interval normalement standardisé, il est de 800 nanosecondes, mais on peut utiliser le short qui est de 400 nanosecondes pour améliorer le débit. Le channel banding, voilà la notion de channel banding, on va utiliser 20 MHz, on va utiliser non 40 MHz de fréquence. Je vous laisse lire les informations. Alors maintenant, on va venir au MIMO, ce qu'on appelle Multiple Input, Multiple Output Technology. Donc le MIMO, c'est une technologie d'antenne qui va nous permettre d'améliorer encore les débits. Alors, comment on va faire? Donc, dans un système, le MIMO, on a le système standard single input, single output, ça veut dire un seul émetteur pour émission, un seul émetteur pour réception, ça veut dire un seul spatial stream. Ici, par exemple, avec la norme 802.11n, j'ai un débit de 50 mégabits par seconde. Ici, maintenant, si j'utilise la technique multi-antenne, par exemple, si j'utilise 3 antennes d'émission, chaque antenne va émettre des données différentes, et 3 antennes de réception. À la réception, bien sûr, on va réceptionner le mélange des ondes, mais avec les techniques de traitement multi-antenne, on peut séparer chaque information de chaque antenne. On peut multiplier donc le débit qui est de 50 mégas initial fois 3 et obtenir 150 mégabits par seconde avec les techniques multi-antenne. La technique du beamforming, le beamforming, comme on a dit, c'est le fait de concentrer le signal sur un client qui est loin, donc améliorer sa qualité de transmission. Donc là, je n'utilise pas les antennes pour envoyer différentes données, mais pour concentrer un faisceau de puissance sur le client spécifique. Voilà. Comment on va nommer le MIMO naming, ça veut dire comment on nomme les techniques MIMO pour comprendre ça. Voilà, ça je vais utiliser le standard UA. Donc on va dire c'est M fois N. M indique le nombre de antennes de transmission et N indique le nombre d'antennes de réception. Par exemple ici, 2 antennes d'émission, 2 antennes de réception, 3 antennes d'émission, 3 antennes de réception. Donc ça nous donne une idée sur la capacité de l'antenne. La capacité du point d'accès. Maintenant, je vais présenter un tout petit peu la couche MAC. La couche MAC, je n'ai pas parlé, je vais réserver une partie, la partie suivante pour la couche MAC. Les informations de la couche MAC, il y a beaucoup d'informations sur la couche MAC. Mais bien sûr, la norme 802.11n présente beaucoup d'améliorations de la couche MAC. On va voir 2 principaux utilisés par UA. C'est l'agrégation des trames et c'est l'acquittement par bloc. Au lieu d'acquitter trame par trame, je vais acquitter un bloc de trame. Et au lieu d'envoyer une seule trame, je vais envoyer un bloc de trame. C'est avec la technique d'agrégation. Voilà, maintenant on va aller à ce qu'on appelle la couche. On a terminé les standards 102.11 tout court jusqu'à la N. Maintenant on va parler à la couche d'adaptation, le PLCP. On a dit par rappel que la couche d'adaptation va faire quoi? On va adapter la trame qui vient de la couche MAC à la technique physique de transmission utilisée, puisque chaque standard utilise une technique physique spécifique. Et donc la couche PLCP va adapter la trame en fonction de la couche, en fonction de la technique de modulation utilisée, en fonction du physical medium utilisé. Voilà. Donc on peut dire que les paquets de données provenant de la couche réseau sont encapsulés bien sûr au niveau couche 2, formant ce qu'on appelle un MAC Protocol Data Unit. Là, une trame. Cette MPTU est ensuite encapsulée dans une seconde trame, qui est une trame de couche physique. Donc cette encapsulation au niveau physique consiste à rajouter un petit préambule, un petit en-tête, à la MAC Protocol Data Unit. Cet ensemble forme ce qu'on appelle la
PLCP PPDU. Le préambule et l'entête diffèrent suivant la couche physique utilisée, bien sûr pour s'adapter aux contraintes de la technique de modulation et de transmission d'informations utilisées par la couche physique. Voilà. Donc, sachant qu'on a trois principaux techniques utilisées, le frequency hopper, l'étalement de spectre DSS et l'OFDM. On a trois principaux techniques utilisées. Et donc, on aura trois entêtes différents PLCP. Le premier en-tête PLCP, c'est la trame FHSS, adaptée à la trame FHSS. Donc, si je vais utiliser le FHSS, implicitement, je dois ajouter à la MAC PDU l'entête HFSS. L'entête HFSS, elle est comme suit. Un préambule PLCP pour la synchronisation, ouais, un PLCP header. PLCP préambule constitué en deux parties. Débit 0 et 1 avec un débit standard fixe de 1 mégabit. Pour faire quoi? Pour faire la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur. Et un start frame de l'émetteur, un SFD, de 16 bits, pour déclarer le début de la trame. Bien sûr, déclarer le début, ça veut dire qu'on a un petit header PLCP. Donc le header PLCP, le PLW, indique la longueur en nombre d'octets de la trame PLCP PPDU. Ça veut dire la longueur de la trame qui sera utilisée. Et permet à la couche physique de déterminer la fin de la trame, pour qu'on puisse connaître la fin de la trame. On va dire, tiens, ici, voilà la taille, et ainsi on peut repérer la fin de la trame. Pardon. Le PLCP Signaling Field indique le débit utilisé sur l'interface radio, parce que ici, la FHSS peut utiliser 1 méga ou 2 mégas. La préambule, forcément, toute la préambule header, c'est à 1 méga. Mais lorsqu'on va lire là, on va comprendre l'information qui va venir. Il est un débit 1 méga ou 2 mégas. Et puis la dernière partie, c'est juste pour contrôler les erreurs sur le PLCP header. Voilà. Donc, concernant la couche PLCP, ou l'entête PLCP, de la trame compatible DSS 802.11b. Donc, on a un PLCP préambule identique à la technique FHSS qui a longueur de synchronisation, donc ce sont des suites de 0 et de 1, et puis à la fin un SFD afin de marquer le débit de la transmission du signal utile qui va commencer par le PLCP header. Le PLCP header contient le champ signal. Signal va nous donner quel est le débit de transmission de la MPDU, des informations de la payload utile. Le champ service est réservé. Le champ lent, réservé pour une utilisation future bien sûr. Le champ lent indique la longueur en nombre d'octets de la trame MPDU. Donc signal c'est le débit, lent c'est la longueur de la MPDU. Et le champ HEC, ce qu'on appelle Header Error Check, pour contrôler, c'est un CRC pour contrôler sur 16 bits, pour contrôler les erreurs sur le PLCP Header. Donc voilà, donc le DSS contient une seconde forme réservée à 802.11b parce que la première forme peut être 802.11b ou 802.11 tout court. La différence c'est juste sur le PLCP préambule qui n'est pas de taille comme avant de 128 plus 16 et de taille 56 plus 16 octets. Donc la synchronisation, la durée de sa synchronisation elle est réduite.
Maintenant, concernant l'OFDM. L'OFDM, compatible à AGN, donc le préambule PLCP. Maintenant, on ne transmet pas des bits. Avant, on transmettait des bits de synchronisation à débit fixe, de 1 mégabit par seconde. Maintenant, attention, on transmet des symboles. Et des symboles OFDM. Donc aussi, on a PLCP préambule qui est de 12 symboles OFDM, pour marquer le début. Puis, le champ signal qui contient l'entête PLCP HID. Puis, la charge utile. Puis, à la fin, un pad et un tel. Bien sûr, cette data-là, il est variable et change en fonction du débit. Le débit peut aller de 6 à 54 mégabits par seconde, dépend de la technique de modulation utilisée de codage. Mais cette partie-là, le préambule, a un débit de 1 mégabit par seconde. Et là, c'est un débit de 6 mégabits par seconde pour envoyer le PLCP HID. Voilà, concernant les informations contenues dans le HIDA PLCP dans le cas de OFDM, donc on a le rate, ça veut dire indique le débit de la transmission de la data ici, cette partie-là. L'int indique le nombre d'octets dans la trame, MPDU. Le tel, champ réservé. Le service aussi c'est un champ réservé, son code de séquence de 0 ne sont pas utilisés. Et le path pour compléter la séquence de données binaires, permettant à garder une structure consistante des données par 8 bits. 8 bits, 8 bits, 8 bits. Donc si on ne complète pas les 8 bits, on va ajouter le path. Voilà, donc on arrive à la fin de cette partie qui est un petit peu longue, mais c'est justifié par rapport aux différentes notions, technologies utilisées. J'espère que vous avez maintenant une petite vue sur la couche physique, notamment le PLCP et le PMD. On va se retrouver sur une nouvelle séance, partie 5 qui est aussi longue, parce qu'il traite la couche liaison de données. Donc au revoir pour la partie 5.